L'invité de Tir Croisé ce soir, c'est François Bayrou, le patron du Modem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur iTélé ce soir. On n'en sait toujours pas plus sur les propositions qu'Alexis Tsipras doit fournir à l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'il joue avec les nerfs de ses partenaires européens ou il a juste du mal à boucler cet ensemble de réformes qu'il doit proposer à l'Union ? Il est, le Premier ministre grec, dans une situation qui est très difficile puisque il a fait sa campagne électorale pour être Premier ministre sur le thème non à l'austérité. Il a fait son référendum sur le thème non à l'austérité. Or, il se trouve aujourd'hui dans l'obligation de faire adopter un certain nombre de mesures qui seront des mesures sérieuses et qui forcément vont être interprétées par les Grecs comme le contraire de ce qu'il avait promis. Donc il est dans de ce point de vue-là, une grave difficulté. Et autrement, il obtient ce qu'il a annoncé formellement vouloir éviter, c'est-à-dire la sortie de l'euro. Et donc vous voyez à quel point il y a une impasse dans la situation dans laquelle il se trouve. Mais vous pensez que concrètement, il y aura ces propositions ? Il y a des scénarios qui estiment que voilà, ils sont en train les Grecs seraient en train de préparer activement leur dépôt de bilan et en fait le retour à la drachme. Vous y croyez ou pas ? Ces hypothèses qui sont peut-être farfelues. Bon, je crois à toutes les hypothèses parce que ça fait 4 mois qu'on nous annonce 2 fois par semaine le sommet de la dernière chance. Ça fait 4 mois qu'on fait miroiter le fait que la situation est en train de s'arranger ou au contraire qu'elle empire. En réalité, il y a 2 ou 3 questions qui se posent qui sont essentielles. Il y a des gens qui pensent qu'il est mieux pour la Grèce de sortir de l'euro. Valéry Giscard d'Estaing était hier mon invité, il le disait. Je souhaite qu'on n'ait pas à vérifier cette hypothèse. Parce que ce que je crois, moi, c'est rare que je sois en désaccord avec Valéry Giscard d'Estaing, mais je crois, moi, que ça ferait un épouvantable chaos. En Grèce ou en Europe ? D'abord en Grèce et ensuite en Europe. Parce que c'est la même maison. Et on ne peut pas mettre le feu à une pièce de la maison sans que le feu se répande d'une manière ou d'une autre dans le reste de la maison. Et donc, je pense que ce serait un très grave accident pour nous et un dramatique accident pour les Grecs. Et que cette déstabilisation, ce désordre que signifierait la succession d'événements qui seraient entraînés par la sortie de l'euro serait une catastrophe interne et externe. Donc, si j'avais le choix, je souhaiterais qu'on l'évite. Et deuxièmement, on ne peut l'éviter que si M. Tsipras décide, au fond, à aller assez largement dans une direction différente de celle qu'il avait promis, et qu'il avait promis il y a encore 8 jours. Et vous voyez à quel point on est là devant une situation tragique, politiquement tragique, pour ceux qui ont joué avec la vérité. Que pèse la France dans cette négociation ? Est-ce que le tandem franco-allemand a tenu le choc selon vous ? Et est-ce que le président François Hollande est à la hauteur de la tâche qui lui incombe ? Est-ce que le tandem franco-allemand existe ? J'espère que oui. Et il ne peut pas en être autrement, parce que l'Allemagne ne peut pas être en première ligne toute seule, et elle ne peut pas avoir un autre interlocuteur que nous dans la zone euro. Un interlocuteur qui équilibre ou qui paraît s'équilibrer ses choix. Deuxièmement, est-ce que la chancelière allemande et le président de la République française savent exactement où ils vont ? Pour moi, j'ai des points d'interrogation à cette question. Vous pensez qu'ils ne le savent pas ? Je pense que M. Schäuble est très ferme. Je pense qu'Angela Merkel ne veut pas apparaître comme la responsable de l'échec. Et je pense que François Hollande joue un double jeu qui est un jeu de politique européenne en même temps qu'un jeu de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il essaie de rester le plus proche possible de la gauche, tout en ne se coupant pas de ses partenaires européens. C'est la raison pour laquelle, ce qui me frappe le plus, François Hollande ne s'adresse pas aux Français. On est dans une peut-être le faire ce week-end. Si on est dans une période de crise aiguë, la plus grave crise que l'Union européenne et la zone euro aient rencontré depuis leur création. On est dans un moment où tous les Européens et tous les citoyens français s'inquiètent, et à juste titre. Et que dit le président de la République ? Rien qui soit audible par les Français.
Il aurait dû venir sur un plateau comme le vôtre, où vous invitez à l'Élysée pour simplement s'expliquer devant les Français de ce qu'il perçoit des risques et des chances et de la ligne qu'il va suivre. S'il l'avait fait, il aurait marqué de son empreinte les négociations européennes. Il ne l'a pas fait et, à mon sens, pour moi, il n'est pas en phase avec ce que la fonction présidentielle exige. La fonction présidentielle est, d'une certaine manière, une fonction de guide pour les citoyens, une fonction d'orientation pour les citoyens. Et si vous ne leur parlez pas, il y a peu de chances que vous les orientiez. Est-ce que le couple franco-allemand connaîtra des lendemains difficiles après cette crise, quelle qu'en soit l'issue? Non, je pense que le couple franco-allemand est condamné à s'entendre, ou en tout cas condamné à travailler ensemble au pilotage de l'Union européenne. Alors l'un apparaît comme très fort, du moins du point de vue commercial, industriel et budgétaire. L'autre apparaît comme faible, et faible est un mot prudent, du point de vue commercial. Notre commerce extérieur s'effondre du point de vue budgétaire et du point de vue industriel. Tout le monde le sait, en tout cas dans des secteurs assez larges. Et évidemment, ça ne fait pas un couple équilibré. Nous voudrions que ce soit un couple équilibré. Mais ils sont condamnés, obligés de vivre et travailler ensemble. Nous sommes responsables français et allemands condamnés et obligés à travailler ensemble. Vous êtes plutôt pessimiste donc sur la conclusion d'un accord entre aujourd'hui et dimanche avec le sommet des 28 chefs d'État? Si nous étions responsables, les dirigeants européens et les dirigeants grecs, on éviterait la sortie de l'euro. Si nous étions solides, on se dirait, voyons, on est une union, il y a un des pays qui est en grave difficulté, comment faire pour le sauver, qu'il retrouve un équilibre et qu'il n'entraîne pas le reste de notre équipe vers la chute. Je crois qu'on pourrait y arriver. Rien n'est impossible dans cette affaire. On peut d'abord allonger la durée de remboursement de la dette sans supprimer la dette, et vous voyez qu'il y a une nuance entre les deux. On peut rendre à la Grèce des instruments essentiels qui lui manquent, cadastre par exemple. Il n'y a pas de cadastre en Grèce. Or, nous savons dessiner un cadastre en quelques mois, puisqu'on a des satellites qui permettent de repérer chaque parcelle, et l'État grec peut intervenir. Une fiscalité qui soit à peu près solide et qui réussisse à recueillir l'impôt qu'il n'arrive pas à recueillir aujourd'hui. Une tentative pour exclure les paiements en liquide, ce qui permettrait de faire rentrer des taxes. Vous voyez que tout ça n'est pas au-delà des forces humaines, mais ça signifie de la volonté des deux côtés et une entente qui, pour l'instant, n'existe pas. Un mot de la loi Macron qui a été adoptée cet après-midi de façon définitive par l'Assemblée après un troisième 49.3. C'est une loi qui va dans le bon sens. Est-ce que les 4 mois d'embrouillamini autour de cette loi en valaient la peine ? C'est une loi qui va petitement dans le bon sens. C'est une loi qui va à petits pas dans une direction qu'on devrait approuver. Mais ce qui est choquant dans la loi Macron, et tout le monde le voit, c'est qu'il ait fallu 4 mois, des centaines d'heures de débat pour adopter ce qui, pour l'essentiel, est un catalogue de petites mesures, ce qui prouve que nos institutions, et nos institutions parlementaires en particulier, sont complètement inadaptées à des décisions rapides et fortes comme il faut les prendre. Et le débat lui-même est un jeu de posture. Vous avez vu l'opposition s'opposer à des mesures qu'en fait elle réclamait. Mais il n'y a pas eu de motion de censure aujourd'hui. Simplement parce que c'était l'autre camp. Et il y a même des responsables de l'opposition qui ont fait du vote de la censure contre un texte qu'ils approuvaient un élément au fond de positionnement. Tout ça, évidemment, c'est complètement dépassé. Ça n'a pas de sens. Tout le monde voit que ça n'est pas un véritable débat et de véritables décisions qui sont prises. Et c'est un symptôme de plus au fond de l'épuisement de nos institutions. Autre débat extrêmement important aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat, c'est celui qui concerne l'orientation budgétaire. Évidemment, est-ce que la France fait assez en matière de réduction des déficits publics ? Je doute de votre réponse. Oui, la question vraie, c'est est-ce que la France respecte les orientations qu'elle se donne ? Si on regardait
la réalité des chiffres et la courbe de ces chiffres, on s'apercevrait qu'il n'y a pas de véritable amélioration de la situation budgétaire de la France. Si l'on reprend les promesses présidentielles au moment de l'élection de 2012, c'était d'ailleurs les mêmes qu'en 2007, dans des camps différents, on s'apercevrait qu'on a promis, juré, craché qu'on reviendrait au-dessous de 3% dès 2015 ou dès 2016, et qu'évidemment il n'en sera rien. On avait promis qu'on descendrait très au-dessous de 4%, on est à plus de 4%. La dette de la France continue à s'alourdir de manière extrêmement rapide, et tout ça, vous le voyez bien, c'est un signe, où on signe par là l'impuissance publique française, l'impuissance politique française, des majorités successives qui se font élire sur des promesses péremptoires et qui, dans la réalité, ne changent pas grand-chose, ce qui au fond, entraîne le fait que le pays s'enfonce dans une lente et parfois accélérée récession, enfin chute, qui, au travers du temps, marque notre échec collectif. Un dernier mot, François Bayrou, sur cet appel qui a déjà été signé par un certain nombre de personnalités, dont Nicolas Sarkozy, publié par Valeurs Actuelles, pour un appel à ne pas transformer les églises en mosquées. Est-ce que c'est un appel qui a du sens, selon vous, ou pas ? Bon, il y a eu une phrase malheureuse de Dalil Boubacar que j'ai moi-même condamnée, sur laquelle je me suis moi-même exprimé. Et c'est une phrase qui, évidemment, symboliquement, était de la nitroglycérine. Et pour moi, il n'est même pas imaginable qu'on pose cette question de cette manière-là. Je crois que l'auteur de la phrase, M. Boubacar, a retiré cette phrase, s'est exprimé. Est-ce qu'il est vraiment besoin de relancer le sujet pour en faire encore une fois un point où on essaye de faire flamber un certain nombre de ressentiments et de passions? Si l'on était raisonnable, on ne le ferait pas. Si on s'intéressait à l'unité du pays, on ne le ferait pas. C'est un pays qui a besoin qu'on défende clairement, calmement, son identité, ce qu'il est, et au fond, le fait qu'on veut la paix civile chez nous. Vous ne le signerez pas, donc? Je ne signe, je signe très rarement des appels, jamais de pétition. J'essaie d'être le plus clair possible. J'en ai signé une sur la réforme du collège, parce que j'avais été de ceux qui l'ont écrite. Merci beaucoup, François Bayrou, d'être venu ce soir sur iTélé pour nous parler de la Grèce et de la politique française.